Ce podcast t'est proposé par Au-delà du mur et Disruptive Audio. Eh ouais! Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Coureurs du dimanche. Aujourd'hui, je reçois Nicolas Blanc, éducateur depuis plusieurs années et passionné de sport, notamment de baseball et de course à pied. Nicolas partage avec une sincérité touchante son parcours de vie marqué par des variations de poids, un burn-out et une opération de bypass gastrique. Il revient sur les nombreuses étapes qui ont jalonné son chemin, de l'adolescence à aujourd'hui. La nécessité d'un suivi psychologique, le soutien de sa famille, les doutes professionnels, mais aussi l'importance qu'a pris la course à pied dans sa reconstruction. Au fil de la discussion, Nicolas raconte les moments clés qui l'ont poussé à demander de l'aide, notamment lorsqu'un entourage aperçut les signes d'un mal-être profond. Il aborde le rôle crucial du sport dans sa vie, après une longue pratique du baseball, et s'est tourné vers la course à pied, un moyen pour lui de se maintenir en forme, de canaliser ses émotions et de trouver un nouvel élan au quotidien. Par ailleurs, Nicolas nous explique comment son travail d'éducateur et son investissement auprès des jeunes ont été influencés par son histoire personnelle et pourquoi l'entraide et le partage sont devenus ses moteurs. Un épisode inspirant pour toutes celles et ceux qui traversent des épreuves similaires ou qui cherchent simplement à donner ou redonner du sens à leur pratique sportive. Je vous souhaite une très belle écoute. Le dimanche. Jour de repos ? Pas pour tout le monde. Il jongle entre le boulot, les enfants, les amis et les kilomètres. Bienvenue dans Coureurs du dimanche, le podcast qui célèbre les héros ordinaires de la course à pied. Chaque mois, un invité, une histoire, une source d'inspiration pour vos sorties longues. Alors lacez vos baskets, montez le son et préparez-vous à courir avec nous. Mon cher invité, bonjour. Bonjour. Comment ça va ? Ça va plutôt bien. Je te remercie d'être venu chez moi, d'avoir enfourché ton fidèle destrier depuis ton Belfaux où tu vis pour venir jusqu'à Givisiez. Ça me fait vraiment très plaisir de pouvoir t'accueillir à la maison, à la fraîche pour ce nouvel épisode de Coureurs du dimanche qui sortira donc dans le courant du mois d'avril. Extra, super. En tout cas, j'ai eu plaisir à venir jusqu'ici. C'est pas très très loin pour moi, effectivement. Pour les personnes qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais nous dire qui tu es et d'où tu viens ? Alors, je me présente, je m'appelle Nicolas Blanc, je suis un père de famille depuis 2009. J'ai eu mon premier enfant et ma deuxième fille qui est arrivée en 2013. Je suis d'origine hispano-suisse, de ma mère côté espagnol, de mon père côté suisse. J'ai vécu de nombreuses années sur Fribourg, ensuite on a déménagé à Corminboeuf. Pour ensuite, quelques temps après, j'ai emménagé avec mon épouse, d'abord à Givisiez, puis ensuite on a eu l'opportunité d'acheter puis de s'installer à Belfaux, d'où on est très très bien depuis des années. Je suis tombé sur ton profil il y a quelques semaines, je sais même plus pourquoi. Alors ce qui est certain, c'est que j'étais en train de me rendre à la Kerzerslauf. Et puis je suis tombé sur ton profil un peu par hasard, ou alors c'est peut-être parce que tu avais liké une de mes photos. Voilà, j'avais liké une de tes photos où tu voulais mettre en place un concept de course en partenariat, puis je me disais ça peut être intéressant, puis j'ai liké, puis après assez rapidement tu t'es rentré en contact avec moi. Puis tu m'as proposé éventuellement qu'on en discute, puis me voilà. Exactement, c'est exactement ça. Je te remercie d'avoir retracé la genèse de notre discussion. Quand j'ai vu que tu m'as suivi, effectivement, j'ai vu ton nom de profil et je me suis dit, tiens, c'est curieux, c'était, je crois, El Phoenix. Voilà. Je me suis dit, tiens, Phoenix, qu'est-ce qu'il a raconté, ce jeune Phoenix? Et puis, j'ai appuyé sur ton compte Instagram qui était ouvert. Donc, j'ai pu consulter un peu ton historique et c'est là que j'ai découvert que tu as un parcours, en tout cas en termes de santé, qui n'est pas évident. Et puis, il y a un commencement. C'est cette fameuse première publication que tu as postée, je ne me rappelle plus maintenant la date. C'est en janvier 2022. Ouais, janvier 2022, si je me trompe pas. Où j'ai commencé un processus pour faire un bypass,
parce que j'étais arrivé à un point de non-retour pour moi au niveau de mon poids, des problèmes de santé, que ce soit des apnées du sommeil, des douleurs articulaires, des douleurs musculaires, beaucoup. C'était très difficile à me mouvoir. Puis j'avais besoin d'aide concrètement. J'avais déjà vu des diététiciens, j'en avais déjà parlé avec mon médecin. Puis il m'a conseillé un chirurgien que j'ai été voir. Puis là, on a commencé le processus du bypass. Donc le processus du bypass, c'est un processus qui se fait sur plus d'une année, parce que durant cette année, il y a des cours à faire, il y a des rencontres avec des thérapeutes à faire, il faut aller voir un psy qui va évaluer si on est apte ou pas apte à rentrer dans le processus. Il y a un contact avec une diététicienne de nouveau, puis énormément de cours sur réapprendre à manger, et surtout, parce qu'il le faut, parler des risques de cette opération. C'est une opération qui semble pas si bénigne, parce que on fait 5 trous au niveau de l'estomac, on gonfle l'estomac, puis après le chirurgien il va couper un petit peu l'estomac. Donc il va refaire une nouvelle poche d'estomac, puis il va laisser l'ancienne qui va refermer, puis il va devoir chercher un tuyau, hop, remonter, ressouder tout ça ensemble et fermer ensuite. Donc on passe d'un estomac de 2,5 litres à 250 grammes de poche. Donc autant dire que après l'opération, on mange comme un moineau. Mais moi j'ai eu la chance, c'est que l'opération s'est très bien passée. Le réveil est un peu difficile, mais je me suis réveillé avec une douce infirmière qui me disait « Monsieur Blanc, réveillez-vous, Monsieur Blanc !» Voilà, mais elle me disait que ça faisait 15-20 minutes qu'elle était en train d'essayer de me réveiller. Donc une fois réveillé, après ils m'ont descendu en chambre. Et assez rapidement, j'ai eu mon premier repas. Alors ils m'ont amené une assiette avec de la nourriture mixée. Mais mixée grossièrement, puis je pense que ce qui a été intéressant, c'est que j'ai pas eu à passer par un stade où des fois les gens ils ont tendance à, quand ils font un bypass, à avoir de la nourriture très mixée, genre soupe et compagnie, tandis que moi j'avais des petits morceaux. Puis c'était intéressant ça parce que j'avais quand même le goût et le fait de mastiquer qui est, je pense, est important, surtout quand on fait cette opération, parce qu'on doit apprendre à manger calmement. Puis je pense que si c'est trop mixé, on aura tendance à le boire comme du liquide, tandis que là, avec ces petits morceaux qui m'ont permis mais 2 cuillères, puis c'était terminé, j'en pouvais plus déjà. Puis ça a duré bien des mois, jusqu'à ce que je puisse gentiment avoir des contenances qui progressivement évoluent. Là maintenant, je fais toujours un peu attention à ce que je mets dans mon assiette en termes de quantité. Par contre, je vois que j'ai perdu un petit peu la tendance de manger calmement. Parce que je suis éducateur dans un foyer avec des adolescents. Puis les adolescents, c'est difficile de leur mettre le frein quand ils sont à table. Parce qu'ils mangent parce qu'il faut manger. Donc, des fois, je suis un peu pris dans mon rythme de travail. Mais j'ai appris quand je mange, je pose mes services, j'attends et je reprends mes services. Puis ça permet de se rendre attentif que on a tendance des fois à manger un peu trop vite. Puis ça a été une grande discussion qu'on a eue pendant les cours. On a fait un petit exercice que j'ai envie de partager parce que c'est un exercice qui est très intéressant à faire, même pour monsieur et madame tout le monde. C'est d'avoir une pizza, de couper sa pizza en 8 tranches, de prendre un chronomètre avec soi, prendre une tranche, et on a 5 minutes pour manger cette tranche. On peut la manger en 10 secondes, on peut la manger en 20 secondes, on peut la manger en 4 minutes, mais on ne pourra pas aller chercher la deuxième tranche avant que les 5 minutes soient passées. Eh ben, je vous dis que moi, après la 3e tranche, j'étais calé. Puis c'est là que je me suis rendu compte qu'on a souvent tendance à manger tellement vite, puis que le corps, il fait que emmagasiner. Puis cet exercice a eu une certaine révélation sur le fait qu'on mange vite. Ça, pour moi, ça a été assez révélateur. Puis mon épouse qui est avec moi, elle a fait l'exercice. Elle aussi, elle s'est rendue compte qu'on mangeait vite.
Puis elle n'a pas terminé sa pizza aussi, alors voilà, on a pu la garder pour un autre moment. Mais ça, cet exercice, j'avais fait avant l'opération. C'était pour vraiment nous préparer que quand on mange, il faut vraiment prendre le temps. Il faut aussi être attentif à qu'est-ce qu'on mange, aux saveurs qu'on peut avoir en bouche, à l'odeur, à ce genre de choses, parce que c'est toutes ces petites choses qu'on a laissées tomber, parce qu'on n'a jamais le temps de manger, il faut courir, on mange en vitesse un sandwich, on part au travail, et le rapport à la nourriture est très compliqué. D'ailleurs, le rapport à la nourriture a été très compliqué pour moi avant cette opération, parce que j'ai eu beaucoup des phases de ma vie qui ont été un peu compliquées, et quand ça va pas bien, en tout cas pour moi, j'avais tendance à manger, à me cacher pour manger, à me goinfrer, que ça soit dans la malbouffe, puis ça devenait assez inquiétant. En tout cas, mon épouse, elle s'en est rendue compte assez rapidement, parce que je cachais de la nourriture un peu partout dans la maison, dans des endroits où je savais que les gens venaient pas, un peu moins. Genre, dans notre maison, on a une salle avec un bureau, c'est ma salle gaming où j'ai ma console. J'avais des tiroirs qui étaient remplis de chips, de bonbons, de soda et compagnie. Puis, quand une fois j'ai dû vider ma poubelle, je me suis rendu compte que, waouh, il y avait énormément. Puis ma prise de poids que j'ai eue ces dernières années, elle a été très progressive. Puis je pense que c'est ça qui a fait que je me suis pas rendu compte tout de suite, avant de commencer à avoir les problèmes respiratoires qui m'ont vraiment alarmé. Et surtout quand je suis monté sur la balance et que j'ai vu qu'il y avait 3 chiffres qui apparaissaient. Là, ça m'a mis un premier électrochoc. Puis voilà, c'est vraiment des éléments qui m'ont dit « Ah, là, il faut faire quelque chose ». Quand j'ai commencé le processus du bypass, une des personnes, elle disait « Ce qui est intéressant, c'est d'aller discuter avec des gens qui ont fait un bypass. Parce que des fois, les personnes qui nous donnaient l'écho, mais c'est des gens qui n'avaient pas fait de bypass, finalement. Oui, c'était des médecins, c'était des diététiciens qui suivaient. Bien sûr. Mais dès que elle a parlé de ça, elle me dit « Ah, créons un compte pour rentrer en contact avec des personnes qui ont fait un bypass. » Puis je me suis rendu compte qu'il y a une communauté là autour phénoménale, avec des gens qui ont eu des hauts et des bas, avec des difficultés. Puis ça a été intéressant d'aller, alors c'est pas du voyeurisme, mais d'aller découvrir, discuter avec certaines personnes, parce qu'il y a certaines personnes à qui je suis entré en contact, on a eu des échanges. Des fois, il y a même une personne que je suis on a des échanges réguliers. Comment ça va? Attendez, où? Il faudrait qu'on se voie une fois, parce qu'il habite pas hier, donc c'est quelqu'un qui est pas très loin. Puis, mais je trouvais intéressant d'avoir ce deuxième compte pour découvrir. Alors, au début, c'était El Phoenix Bypass. Puis quand la course a commencé à prendre de l'ampleur, je l'ai modifié. J'ai mis El Phoenix Bypass and Running. Parce que pour moi, les deux choses m'ont permis de renaître. Donc le Phoenix, on renaît grâce à ces deux choses. Puis ça a été intéressant. Mais je voulais pas rentrer dans l'influenceur qui poste 2 millions de trucs, des stories et compagnie. Puis je voulais partager des moments de vie, finalement. Que ce soit un week-end en famille, on est parti faire découvrir des choses, ou parler que j'ai dû porter un masque pendant pendant 1 année et demie, que beaucoup de mes posts c'était mon poids finalement, avec une évolution, avec de temps en temps des photos, et ce que j'ai voulu aussi mettre beaucoup, c'est des avant-après, avec la photo du début et la photo de 5 mois après, 6 mois après, 1 année après. Puis même moi, quand je faisais les photos puis je regardais, c'était assez déroutant de voir ce corps changer. Alors c'est clair que le corps il a énormément changé. J'ai de la peau qui pend, parce que c'est clair, quand on est à 107 kilos, la peau elle s'est détendue. Puis après, quand on perd du poids, la peau elle est un peu élastique, mais quand même. Donc il y a toujours un peu de peau qui pend, mais j'ai pas envie de faire une opération comme certaines personnes le font, à juste ça, je respecte tout à fait. Moi, j'ai la chance, c'est que mon estomac est quand même, ma peau a quand même bien revenu. Mais voilà. Quand je vois mon petit surplus, je sais d'où je viens. Voilà. Puis c'est important de garder un petit, alors j'ai les 5 cicatrices, mais elles se voient de moins en moins. Mais ce petit surplus,
Je l'aime bien. C'est vrai que ton compte Instagram, c'est un peu un journal. Quand je l'ai parcouru, justement, je me suis dit, bah tiens, c'est un journal qui raconte son expérience. Et en soi, pour les personnes qui cherchent à se documenter sur ce genre d'opération-là, c'est vrai que ça doit être une mine d'or. Et puis, ça permet aussi de montrer aux gens qu'ils sont pas seuls. Et d'arriver à cette fameuse opération du bypass qui est un état de fait et qui reflète finalement ta vie aujourd'hui. Mais ce qu'on perçoit pas, et ce que j'aimerais beaucoup que tu me racontes, c'est un peu le cercle dans lequel tu t'es retrouvé et qui a fait que progressivement, justement, tu t'es enfermé dans la nourriture, tu t'es peut-être caché dans la nourriture pour aller chercher du réconfort dans la nourriture. Le rapport à la nourriture a toujours été un peu présent parce que, assez jeune, j'ai toujours aimé manger, mais jamais de manière compulsive ou quoi que ce soit. Mais j'ai eu une phase dans ma vie entre la fin de mon CO et le début de mon apprentissage. J'avais fait quelques mois à l'ECDD parce que je savais pas trop ce que je voulais faire de ma vie professionnelle. Puis j'ai fait quelques mois à l'ECDD, puis après j'ai mis fin à l'ECDD parce que j'avais trouvé une place d'apprentissage, mais la place d'apprentissage commençait 7-8 mois après. Puis je me suis octroyé une pause pour aller pratiquer l'espagnol, parce que comme je suis d'origine espagnole, ma mère, elle m'a envoyé chez mes grands-parents en Espagne. Donc je me suis retrouvé pendant plusieurs mois chez mes grands-parents, qui sont des personnes avec un certain embonpoint, qui la valeur de la nourriture est très importante, où on finit les plats, on mange, on fait plaisir. Et je me suis retrouvé plusieurs mois là-bas, et j'ai vécu avec eux à un rythme où je faisais pas de sport, parce que j'étais là-bas, j'allais à mes cours pour pratiquer l'espagnol, je rentrais, je mangeais avec eux, je repartais au cours. J'ai eu la chance que ma mère et mon frère sont venus me faire une surprise un jour, puis ma mère, elle a été choquée de me voir, j'avais pris une quinzaine de kilos, et moi je me voyais pas prendre ce poids, puis tout d'un coup j'ai eu un électrochoc. Alors quand je suis revenu en Suisse, très vite je me suis remis au sport, j'ai pratiqué du karaté, j'ai commencé à découvrir un des sports qui allait un peu dicter ma vie, le baseball. J'en parlerai avec plaisir si tu me permets un petit peu après. Je pense que c'est un sport qui est pas assez médiatisé, je dirais, surtout dans notre pays. Donc j'ai pu reprendre tout ce sport, puis ça m'a permis de reperdre mes 15 kilos que j'avais pris. Mais après les années sont arrivées, j'ai commencé à travailler en tant qu'éducateur dans un foyer, où quelques années après, je suis devenu papa. Qui devient papa, on aide sa conjointe, elle commence à prendre un peu de poids pour l'enfant, nous aussi, parce qu'on l'aide, parce qu'on mange, puis c'est toutes ces petites choses qui ont fait que, gentiment, il y a eu quelques kilos qui se sont mis. Mais ça allait, parce que je continuais à pratiquer le baseball. Et les choses en allant, tout d'un coup un deuxième enfant, puis là aussi on aide un petit peu. Après j'ai quand même eu des phases où tout d'un coup je me sentais un peu rondouillard. Alors je me suis dit je vais essayer telle technique pour perdre du poids. Alors j'ai trouvé des substituts de repas où on prend 2 shakers par journée, puis un repas normal. Puis j'avais bien perdu, mais comme c'est des choses qui sont pas fait pour durer. C'est remonté. Après, il y a eu le déménagement, il y a eu différents événements dans ma vie qui ont fait que le poids est reparti en haut, dans les hautes sphères, dont principalement, j'ai fait un burn-out, il y a de ça, 5-6 ans, où après le Covid, il y avait beaucoup de travail, on a dû beaucoup s'adapter parce que moi je travaille en foyer, donc le Covid c'était pour tout le monde, puis des jeunes qui sont en foyer qui peuvent pas retourner chez leurs parents, on a dû les occuper, ils pouvaient pas retourner à l'école, donc on a des groupes de 7 à 8 jeunes, donc 7 à 8 jeunes de niveaux différents scolaires, donc il fallait récolter toutes les informations des enseignants pour les mettre au travail, dans des rythmes qui leur appartenaient. Donc ça a été une période assez compliquée, même pour tout le monde, puis même au côté privé, parce que
moi j'étais au travail où on faisait des longues semaines pour ensuite couper. Puis, mais pendant ce temps, j'avais mes enfants qui étaient au travail, à la maison, puis mon épouse qui s'en occupait. Et après, c'était à moi parce qu'elle est aussi éducatrice. Donc, on a eu la chance de pouvoir assez bien alterner nos horaires. Puis, le Covid est passé. Il y a eu au niveau de mon travail, on a eu un chantier, un gros chantier. On a dû se déplacer dans une autre maison. Où là, c'était super cool parce qu'on s'est retrouvés. De base, on est dans un grand bâtiment avec plusieurs étages, plusieurs groupes. Puis après, on s'est retrouvés dans une petite maison on n'était que notre groupe. Puis là, ça a été fantastique parce que on vivait dans une maison, se retrouvait à devoir partager une chambre, mais c'était très convivial, c'était même très familial. Puis ça a été une période assez sympa pour autant les éducateurs qui travaillaient avec les jeunes qu'avec les jeunes parce qu'on gérait aussi notre alimentation. On avait notre cuisinier qui nous commandait ce qu'on avait besoin, puis on cuisinait aux horaires qui nous arrangeaient, parce qu'on avait pas mal de jeunes qui faisaient du sport, puis qui avaient des horaires d'entraînement où ils venaient un peu plus tard, donc ça nous a permis d'aller à notre rythme. Puis tous ces changements, plus à la maison où voilà, il y a toujours des hauts et des bas, que ce soit au niveau de l'école, des enfants, ou au sein du couple. On n'est jamais tout le temps à l'abri de quoi que ce soit. J'ai commencé aussi à porter un petit peu plus professionnellement. Mon directeur qui m'a demandé si je voulais un peu m'occuper des horaires de l'équipe, ce genre de choses. Et pour moi, c'était intéressant parce que je voyais une espèce de valorisation professionnelle. Puis je me disais, ah ouais, pourquoi pas. Mais très vite, ça commence un peu à me prendre la tête parce que il y avait des horaires à mettre en place, il y avait des situations d'enfants qui pesaient aussi à toute l'équipe, où quand tu rentres à la maison, t'as toujours dans la tête les situations. Puis j'ai senti que ça commençait un petit peu à devenir un peu plus difficile pour moi, puis je me cachais beaucoup dans la nourriture, dans le sens que avant de partir au travail, je m'arrêtais à la station-service, je m'achetais des bonbons, je m'achetais des chips, je m'achetais des boissons, je partais au travail. En rentrant du travail, je m'enfilais tout ce que j'avais acheté, même si c'était des fois des quantités phénoménales, genre un paquet de 250 grammes d'Haribo, hop, un paquet de chips, hop, en même temps. Puis c'était tous les jours que je faisais ça. Puis l'un dans l'autre, le poids continuait à remonter. Puis j'ai senti que au niveau du mental, ça devenait de plus en plus difficile. J'étais irritable, je commençais à avoir de la peine à dormir, je m'énervais pour presque rien envers mes enfants. Au travail, je me sentais comme une bombe, parce que j'ai toujours été quelqu'un de très discret, à très peu parler. Je suis assez timide professionnellement, et je garde beaucoup les choses. Que ça soit, puis quand on garde les choses, il y a un moment où tout explose. Puis chez moi, ça a explosé un jour où j'étais à la maison, puis je devais accueillir quelqu'un qui venait chercher un meuble qu'on avait vendu sur Internet avec mon épouse. Puis mon épouse m'avait dit, j'ai discuté du prix avec la personne, c'est 40 francs, on descend pas plus bas. Alors, moi, pour être clair, je suis quelqu'un de très timide, et quand j'ai des démarcheurs au téléphone ou dans la rue, j'ai beaucoup de peine à dire stop, à dire non, ça m'intéresse pas. Et cette personne est arrivée, et elle a commencé à négocier le prix. Et là, pour moi, j'ai senti une vague à l'intérieur de moi qui m'a submergé, et j'ai accepté le prix qu'il m'a proposé, et j'ai laissé partir avec ça. Je l'ai même aidé à mettre le meuble dans sa voiture, parce que quand on va jusqu'au bout, hein. Donc je l'ai aidé à mettre le meuble dans la voiture, il est parti, puis là j'ai ressenti une énorme colère envers moi, une frustration, puis je me suis dit, comment ça va se passer quand je vais raconter à mon épouse ce qui s'est passé. Et mon épouse n'était pas contente, mais elle n'était pas contente contre moi, elle n'était pas contente contre l'autre personne, parce que cette personne avait déjà énormément négocié avec elle, puis que ça avait été très compliqué, puis alors elle était fâchée, mais simplement que moi je l'ai pris personnellement,
Et tout d'un coup, le cerveau, il a fait paf. Et j'ai eu direct des pensées suicidaires. J'ai eu direct des envies où je me sentais moins que rien, que je servais à rien, voilà. Pour faire un petit retour dans mon passé, quand j'ai eu 2 ans, mon père s'est suicidé parce qu'il souffrait un petit peu de dépression. Quoi, un petit peu, non, il souffrait de dépression, il était suivi. Puis, tout de suite, quand j'ai eu ces pensées suicidaires, c'est la première personne à qui j'ai pensé, même si j'ai très peu de souvenirs de lui, parce que à 2 ans, les souvenirs, ils sont pas ancrés encore dans le cerveau de l'enfant. J'ai des souvenirs olfactifs. J'ai trouvé par hasard, je me baladais avec ma maman dans un centre commercial, puis il y avait un parfum, puis je lui ai dit, ce parfum, il me dit quelque chose. Puis elle m'a dit, c'est le parfum que ton papa y mettait. Donc c'est toutes des petites choses que j'ai des souvenirs, mais finalement c'est pas suffisamment construit. Voilà. Mais ce jour-là, quand j'ai eu ces envies suicidaires, mon épouse, qui a eu un réflexe de réconfort, elle m'a dit, mais écoute, il n'y a pas si longtemps, mon papa a eu besoin d'un thérapeute. Est-ce que tu m'autorises à le contacter, à voir s'il peut te prendre en urgence? Et comme quand quelqu'un a envie de se suicider, quand quelqu'un va aller jusqu'au bout, son plan est clair. Parce que si on n'a pas un plan clair, c'est qu'on ne veut pas se suicider. En tout cas, ça, c'est ce que j'ai appris dans une formation que j'ai fait quelques temps après. C'est que mon plan, il n'était pas clair. Je savais pas du tout comment je voulais en finir, mais d'un côté, j'étais tellement mal que je me disais, il faut que je me suicide. C'est vraiment... Puis, alors, j'ai dit non, appelle ce thérapeute. Pour moi, il n'y a pas de souci. Le thérapeute a pu la prendre directement au téléphone. Il m'a proposé un rendez-vous le lendemain à 9h. Et le lendemain à 9h, j'étais chez lui. On a pu discuter. Il m'a mis sous médication, que j'ai accepté parce que je sentais que j'en avais besoin. Mais par contre, pour moi, j'avais besoin d'aller au travail. J'avais besoin d'avoir la tête à quelque chose et pas de ruminer à la maison, parce que je sentais que si je restais à la maison à ruminer, ça allait plus me descendre que me tirer vers le haut. Alors, quand je suis arrivé au travail, j'en ai directement parlé avec mes collègues, avec ma direction, pour que tout soit clair, pour jouer franc jeu, et je pense que c'est important quand on n'est pas bien de le dire. Puis ça, je l'ai découvert quand j'ai commencé ma thérapie avec la personne qui m'a suivi, où on a travaillé énormément de choses. On a travaillé sur le décès de mon père, on a travaillé sur mes relations, que ce soit avec ma mère, que ce soit avec mon épouse, avec mes enfants, mes excès de colère. Et le fait de communiquer, de dire les choses, de pas garder en soi, de pas continuellement faire chauffer la bouilloire, j'ai envie de dire, pardon, avant que ça explose. Puis depuis, j'ai énormément travaillé là-dessus, puis c'est vraiment quelque chose que maintenant je fais plus facilement. Quand je sens que ça commence à monter, je le nomme. Puis rien de le nommer, ça refait descendre un petit peu, puis après, pourquoi ça monte, de réfléchir à quels sont les éléments qui font monter, et qu'est-ce que moi je peux faire pour que ça redescende. Souvent on a tendance à espérer que les autres changent, mais finalement c'est à nous de... Allez, mon thermostat, faut que je le descende. Voilà. Puis tout ça, toutes ces expériences, elles ont été faites en thérapie avec la personne qui m'a suivi. Elles ont été aussi faites à des formations que j'ai faites. J'ai fait une formation qui s'appelle Cap sur la confiance. C'est une formation qui est basée d'abord pour les enfants, pour les aider au niveau scolaire. Parce que moi, je suis un enfant, et j'ai eu énormément de difficultés scolaires où je me suis énormément dévalorisé, puis j'ai sombré un petit peu. J'ai réussi à aller en général parce que mes parents ils m'ont inscrit dans un CO privé à Fribourg, parce qu'ils sentaient que s'ils me mettaient dans un CO public, j'allais tirer vers le bas. Puis alors, ils ont eu bon nez parce que finalement ça m'a permis de rester en section générale, de terminer jusqu'au bout sans trop de difficultés, mais je sentais que l'école c'était vraiment pas pour moi. Donc l'école et la confiance ont très vite été pour moi quelque chose de très difficile, parce que j'avais pas confiance en moi, je me voyais nul. Puis quand on se dit qu'on est nul, son cerveau qu'est-ce qu'il fait? Il enregistre qu'on est nul. Puis
quand j'ai commencé la formation de Cap sur la confiance, on a découvert que le cerveau, on peut le remodeler finalement, qu'on soit adulte ou pas. Mais par contre, il faut vouloir le faire. Puis c'est soi-même qu'on le fait. Alors, la formation a permis de découvrir des outils que j'ai pu transposer aussi à mon travail, parce qu'on a des jeunes entre 6 et 18, donc en plein dans leur scolarité, en plein avec des bagages émotionnels, familiaux, des fois difficiles, et souvent une scolarité pas facile. Puis la formation m'a permis d'avoir des outils, de les utiliser d'abord pour moi, parce que quand on fait cette formation, on l'a fait pour soi. Puis après, les outils qu'on a appris, on peut les utiliser, les présenter aux jeunes. Puis cette formation m'a rendu... Elle arrivait à un moment où elle m'a permis de découvrir un petit peu mes difficultés scolaires, et de me rendre compte que finalement, j'ai tout en moi, puis que faut juste aller le chercher. J'ai un peu l'impression que c'est un peu aussi un petit peu ton histoire quand on t'entend parler du travail que tu fais au quotidien avec ces jeunes. C'est un peu comme si tu étais en train, alors je vais pas faire de la psychologie à deux balles, mais c'est un peu comme si tu cherchais à aider le petit Nicolas quand t'étais petit. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, je me permets de sourire, hein. Ça va peut-être s'entendre. Mais quand tu nommes le petit Nicolas, ça me fait rebondir. C'est que durant mon adolescence, j'ai eu l'occasion de faire de la psychokinésiologie. Je sais pas si tu as déjà entendu parler. C'est une approche où on va questionner pas la personne, mais son corps. C'est-à-dire qu'on va poser des questions au corps. Puis, alors c'est assez particulier, hein. Faut le vivre pour comprendre. C'est que la personne qui est avec nous en train de faire cette thérapie, elle te demande, tu dois tendre ton bras, et elle va questionner le corps, si le corps est d'accord de répondre aux questions, et elle va appuyer sur le bras. Puis quand j'ai fait cette thérapie, ma mère était présente, parce que c'est quand même une thérapie qui va aller chercher à l'intérieur, souvent dans l'enfance, puis en posant des questions à mon bras. Puis moi, je ne contrôlais pas, vraiment le bras, des fois il ne bougeait pas, et des fois il bougeait selon les questions qui étaient posées. Puis il s'est avéré que elle a pu retrouver des petits Nicolas qui étaient blessés. D'où pourquoi j'ai eu mon petit sourire. Puis ces petits Nicolas, il fallait aller leur discuter et les soulager, leur dire ça va aller, tu vas grandir, tu vas t'épanouir. Le petit Nicolas m'a fait sourire, m'a fait repenser à cette approche qui pour moi, c'est une approche aussi qui peut être utile pour certaines personnes qui ont de la peine à parler. Puis moi j'ai des jeunes à mon travail qui allaient voir un psy, non, j'ai pas envie de m'asseoir sur un canapé, de parler avec quelqu'un, non. Puis moi j'ai une connaissance qui s'est lancée là-dedans, puis j'ai pu aller en parler avec une de mes jeunes qui est contre les psys, puis elle a été une première fois en discuter. Alors ils n'ont pas fait l'exercice musculaire du bras, ils ont fait une autre approche où ce qui est important, c'est d'aller voir la douleur, essayer de la visualiser. Et qu'est-ce qu'on en fait de cette douleur? Est-ce que elle est présente? Mais pourquoi elle est présente? Puis d'aller investiguer là-dedans. Puis tout ça permet de se rendre compte que, des fois notre corps, il peut nous dire des choses. Que ça soit quand on fait du sport, d'un coup, il y a la cheville qui lâche, ou mais pourquoi elle lâche la cheville? Est-ce que je dois lever un peu le pied? Toutes ces petites choses que des fois on a tendance à banaliser, mais que si on écoutait un petit peu plus son corps, je pense que on pourrait justement se rendre compte qu'il est en train de nous parler. Donc l'approche de la psychokinésiologie, elle est intéressante dans ce sens-là, que des fois c'est notre propre corps en train de nous dire des choses qu'il faut aller écouter. Mm-hmm. Il y avait un deuxième point qui m'avait fait tiquer aussi quand j'avais consulté ton profil Instagram, c'était de voir que tu étais un coureur
forcément, enfin, il y a des photos de toi en train de pratiquer la course à pied. Et puis c'est là où je me suis dit, tiens, il y a certainement un sujet quand même, de par l'opération du bypass, qui n'est pas anodine en soi, hein, tu l'as très justement dit, ça prend une année, donc c'est pas une fin en soi et c'est pas une solution de facilité, parce qu'il y a des conséquences. J'imagine que c'est quand même lourd à supporter, la réadaptation, etc. Mais ton parcours sportif, est-ce que tu es quelqu'un qui a fait du sport ou pas du tout? Est-ce que c'est un moyen pour toi justement de réguler aussi les émotions ou pas du tout? Alors, très petit, comme beaucoup d'enfants, j'ai fait du foot, j'ai fait de la natation, du plongeon, du judo, et assez rapidement j'ai fait du basket. Parce que le basket a une grande place dans la famille, c'est que mon deuxième papa, mon papa de cœur, qui est venu après, quelque temps après le décès de mon papa, qui m'a élevé finalement jusqu'à maintenant, qui m'élève encore. Ma mère a eu un enfant avec, et très vite, le basket a été le sport, parce que lui, là, on a pratiqué, il en pratiquait encore. Très vite, mon frère et moi, on s'est mis au basket, on a fait des camps de basket à Zurich, pendant une semaine, on était sur Zurich à faire du basket, à manger basket, avec des entraîneurs américains qui étaient même venus d'NBA, on a eu des shows, c'était vraiment incroyable. Puis j'en ai pratiqué, mais j'ai jamais été le gars super bon. J'étais bon pour le banc, ça c'est pas mal. J'ai de temps en temps eu des moments d'éclat où tu mets un 3 points phénoménal, tu sais pas comment t'as réussi, mais voilà, t'es content, t'as ton 3 points, t'es félicité. Mais c'était pas mon sport. Ça a été le sport de mon frère, ça c'est clair. Il a pu intégrer le Fribourg Olympique pendant 2 ans. Je me rappellerai toujours d'un match que j'avais été le voir où il avait marqué le 100e point, qui faisait que parce qu'à Olympique, en tout cas avant, il y avait des sponsors que quand Olympique arrivait à 100 points, il devait payer une certaine somme pour comme il avait marqué, très vite ils ont été voir mon père. C'est pas possible, ton fils il a marqué, on va devoir payer. Voilà, c'est des choses, des souvenirs qui me restent au niveau du basket. Puis après, j'ai essayé différents sports, j'ai essayé le karaté. J'en ai pratiqué pendant 4 années. Puis de temps en temps, j'allais courir pour moi, mais sans plus, parce que je courais, mais je sentais que c'était pas encore pour moi. Mais je sentais qu'il pouvait y avoir un peu d'intérêt dans un futur peut-être. Et un soir, j'étais avec des amis, on était dans un bistrot en train de boire un verre, puis on discutait sport, puis la personne qui était avec moi, il me dit « Ah, je fais du baseball. » Je dis « Quoi ?»« Bah oui, je fais du baseball. » « Attends, mais il y a du baseball en Suisse ?»« Ouais, il y a une équipe à Bulle. » « Ah ouais, puis tu t'entraînes quand ?» Puis il fait « je suis en entraînement ce soir, mais j'ai pas envie d'y aller. » Attends, oui, on va y aller, je viens avec toi. » Puis il m'a dit « Bon, ok. » Puis j'ai débarqué dans ce club qui était en construction, parce que sur Bulle, il y avait 2 clubs. Il y avait les Bulldozers et les Falcons de la Tour de Trême. Et moi, je suis arrivé chez les Falcons de la Tour de Trême, et le président du club, il avait l'envie qu'il y ait une réunification des 2 clubs, plus d'un club de Marly, parce que je savais pas. C'est qu'à Marly, ils avaient aussi un club de baseball qui s'appelait les B52. Alors on a décidé en 2008 de faire un seul club, qui a été les Bull Red Sox. Donc on a choisi Red Sox parce que c'est Boston, le B, Bull, les couleurs rouge et blanc. Ah ça va bien, la ville de Bull, le drapeau est rouge et blanc. Donc on est parti sur les Bull Red Sox. On a essuyé quelques petites moqueries d'autres clubs, parce que c'est un peu facile de prendre un club qui existe déjà, mais l'un dans l'autre, on avait un merchandising qu'on pouvait se fournir assez facilement. Donc les maillots, on peut les commander, on les commandait sur des sites MLB ou des revendeurs. Donc finalement, on faisait gagner la grande équipe des Red Sox, puis voilà. Puis j'en ai fait pendant de nombreuses années, quoi. De 2008 à 2017 environ. On a été 2 fois champion. On a été champion en 2009 et en 2014. On est dans une ligue c'est la Ligue suisse romande.
c'est une ligue qui regroupe que des équipes de Suisse romande parce que il existe la ligue suisse qui regroupe toute la Suisse, mais ce qui est contraignant quand on intègre cette ligue, c'est que il faut qu'on ait un club formateur pour les plus jeunes, puis ça, on n'avait pas assez d'enfants qui étaient intéressés, et en plus, il y a les trajets. Parce qu'aller jouer à Zurich, un match, ou aller à Winterthur, ou voilà, ça nous demandait de faire des gros trajets, puis on avait décidé de monter, cette ligue suisse romande a été montée justement pour que les clubs romands puissent jouer entre eux. Donc il y avait une équipe de Martigny, il y avait plusieurs équipes de Lausanne, il y avait une équipe de Sierre, il y avait Montaix aussi. Puis on avait une équipe d'Annecy, qui pour eux c'était plus intéressant de venir jouer chez nous qu'en Ligue française, parce que c'est le même problème finalement. Donc on a créé les Bulls Red Sox, puis assez vite on a eu énormément de gens qui sont venus, tellement de gens qu'on a créé 3 équipes finalement. On a créé les Red Sox, qui était l'équipe compétitrice qui faisait le championnat. On a créé les Young Sox, qui était une équipe un peu pour les débutants et les jeunes. Quand je dis jeunes, c'est plutôt adolescents, parce qu'on n'avait pas encore d'enfants entre 7-8 ans qui étaient intéressés. Et on a créé une équipe des Old Sox. C'était des qui appartenaient avant aux Bulldozers ou au B52, qui avaient arrêté le baseball, puis qui avaient envie encore un petit peu de retâter un peu de la batte ou de leur faire des lancers. Mais c'était... ils venaient pour des matchs de temps en temps, ils s'entraînaient de temps en temps, puis voilà. Puis pendant de nombreuses années, on a eu 3 équipes. Après, ça s'est un peu essoufflé. Il y a eu pas mal de jeunes qui ont commencé des apprentissages, donc ils ont arrêté le sport parce que vie professionnelle c'était un petit peu plus compliqué. Puis moi, ça a commencé à s'essouffler aussi un petit peu parce que je suis éducateur, je travaille les week-ends, les horaires changent assez facilement. Je me suis retrouvé à avoir des horaires de travail où toutes les semaines, ils étaient différents. Donc quand on a des entraînements le mardi et le jeudi, puis qu'on peut y aller qu'une fois toutes les 3 semaines, ça devenait difficile. Puis je me suis dit, je trouverai un autre sport qui me permettra de faire quelque chose. Donc j'ai laissé une première fois le baseball de côté. Je dis une première fois parce que bien sûr j'y suis retourné. Ouais, j'ai recraqué il y a quelques années, j'y suis retourné. L'ancien président le nouveau président m'a contacté via WhatsApp en disant ça fait longtemps qu'on n'a plus discuté, je suis en train de remonter une équipe, est-ce que tu serais intéressé? Et puis ok. Mais j'y suis retourné, mais avec des kilos en plus, donc c'était un peu plus difficile. J'ai encore vu hier des photos de quand j'ai repris, j'ai eu peur parce que c'était vraiment, j'ai l'impression d'être la boule dans Fort Boyard. Je sais pas si t'as l'image. Je fais la référence. Ouais. Donc voilà, puis hier ça m'a choqué. J'ai fait, mais voilà, ça fait partie de mon parcours, puis. Mais le sport a toujours été présent. J'ai jamais vraiment arrêté. J'ai toujours fait quelque chose. Puis, et puis je pense que c'est un petit peu ce qui m'a sauvé quand j'ai fait le bypass. C'est que après le bypass, après l'opération, il y a toujours une période où on peut pas faire de sport, on peut aller marcher, ça y a pas de souci. Mais les sports de contact, la course, des choses comme ça, c'est proscrit parce que il y a quand même eu une ouverture, il y a quand même eu des cicatrices, ce genre de choses, puis on veut pas que pouf, hein. Puis il faut surtout que le corps il se réhabitue parce que l'estomac il a diminué. Mais la marche, j'ai gardé parce que c'est quelque chose qui est très importante. Puis très vite, je me suis mis des challenges. Allez, on fait le tour du lac de la Gruyère. Alors j'ai fait mon tour du lac de la Gruyère à mon rythme. Alors j'envoie des messages à ma femme quand même pour lui dire je suis à tel endroit, je suis là, pour pas qu'elle s'inquiète. Puis après j'ai une fierté quand je suis arrivé au bout du lac, puis j'ai dit c'est bon, je revois la voiture. J'étais très content de moi. Mais je sentais que j'aurais pu aller un peu plus vite. Puis ça a commencé un peu à me titiller, puis dès que j'ai commencé la physio après l'opération, parce qu'on doit faire il est conseillé de faire de la physio pour réapprendre un petit peu à se mouvoir, pour remuscler un petit peu, parce que un bypass,
hormis le fait qu'on mange moins, ben il y a tout qui fond. Puis les muscles fondent énormément, puis d'où l'importance de pratiquer quand même du sport, et surtout de manger beaucoup de protéines pour éviter que ça disparaisse complètement. Alors, moi j'ai eu une perte assez phénoménale, très rapide. Le médecin était un tout petit peu inquiet, mais comme il a vu que je pratiquais quand même du sport, il s'est dit « ça devrait le faire » parce que voilà. Donc, tout s'est très bien passé, puis d'un coup, il y a eu la course qui a commencé à m'appeler. Puis j'avais, en 2017 et 2018, j'avais découvert la Wake Up and Run. Puis j'avais trouvé ce concept assez sympa, parce que moi je suis quelqu'un du matin. Puis je me suis dit, 5 km, ça devrait le faire. Pas de chrono, c'est cool. Puis j'avais fait la première, l'édition de 2017 où c'était Coca qui avait sponsorisé, puis puis j'avais trouvé sur le site, j'avais participé, puis j'avais gagné mon nombre de V, j'étais tout content. Puis après, celle de 2018, j'ai rempilé, puis là, la course a commencé à rentrer un petit peu en moi, puis je me dis, c'est cool quand même, c'est la course. Puis je sentais quand même que ça pouvait m'intéresser. Ça pouvait m'intéresser parce que c'était quelque chose où je le fais pour moi. Je le fais pas pour quelqu'un d'autre. Je suis pas en train de jouer avec mes amis au baseball, ou si d'un coup je cours pas, je fais perdre un point, ou je me fais éliminer, ce genre de choses. Puis j'étais vraiment... Alors, quand je courais pour moi, je courais à mon rythme, je m'autorisais de marcher, je m'autorisais d'un coup prendre un sprint, parce que j'en avais envie. Puis je pense que ce qui est important dans la course, en tout cas pour moi ça a été quelque chose d'important, c'est de pas toujours être dans du chrono, de pas faire des courses où il faut absolument toujours être dans de la progression, mais pour se faire plaisir. Quand ça va pas, aller courir un petit peu, aller marcher. Puis c'est vraiment des choses qui étaient importantes pour moi, mais j'ai pas tenu. Puis d'un coup j'ai lâché. J'ai lâché parce qu'il y a des kilos qui sont arrivés, là, cette période de dépression, mais je continuais quand même à faire un peu de baseball. Puis après, quand j'ai fait mon bypass, puis après le bypass, que j'ai pu commencer à courir, là, tout d'un coup, la première course que j'ai fait après le bypass, quand le médecin a dit, c'est bon, vous pouvez recommencer à courir, ça a été le jour et la nuit, parce que j'avais déjà perdu une vingtaine de kilos, et je me suis senti... je volais. J'avais l'impression, 20 kilos qui étaient en moins. La respiration qu'il fallait que je découvre aussi, parce que quand je courais avant, j'étais en apnée, limite, à apprendre à être constamment en train de mourir. Puis là, trouver mon rythme de respiration, et puis je me dis, là c'est cool quand même la course. Puis très vite, ça a commencé à prendre un peu plus d'importance entre le baseball, la course. Puis je me suis rendu compte que le baseball c'était super intéressant pendant de nombreuses années quand j'ai débuté au baseball. Puis aussi j'étais dans le comité, donc il y avait une espèce de challenge. J'étais trésorier du club, je faisais le site aussi internet du club. Donc il y a eu plusieurs choses qui m'ont fait que j'étais intéressé dans la vie du club. Puis après, quand j'ai repris, la vie était différente pour moi. J'avais aussi grandi. Ouais. J'étais devenu vieux, papa. Ou finalement, il y a d'autres priorités finalement, parce que quand j'ai commencé, mon fils il était jeune. Il est né pendant que j'étais en plein essor du baseball. Puis maintenant, c'est lui qui avait commencé du sport, donc il fallait l'accompagner à ses matchs de foot, il fallait l'accompagner à ses matchs du hockey, parce que mon fils a touché à énormément de sport, mais ce que je trouve intéressant, parce que il a vraiment touché à tout. Il a toujours fait très bien les sports qu'il faisait, mais on a toujours dit, mais écoute, ok, mais tu finis ta cotisation, on va pas payer dans le vide. Alors ça, il a toujours respecté, puis ça c'est très important aussi, je trouve, pour les jeunes qui ont tendance à avoir ce côté où ils veulent tout de suite, de se dire, t'as voulu ça, tu vas jusqu'au bout. Donc pour ça, maintenant, il s'est mis au foot, il a repris le foot, puis là, ça fait 2 ans qu'il y est, donc je pense que... Il a l'air de bien crocher. Ouais, il croche bien. Elle a quoi comme place maintenant, la course à pied dans ta vie, au quotidien ?
Alors, elle est très importante dans le sens quand je suis en voiture puis que je vois des gens courir puis que je vais au travail, mais j'ai une haine. J'ai envie de poser ma voiture, d'aller courir avec ces gens parce que je les jalouse un petit peu. Surtout quand il fait beau comme aujourd'hui où j'étais à la maison, j'étais en train de me dire est-ce que je vais courir ou je me prépare un petit peu mes notes pour notre discussion. Puis je me dis ah non, je reste un petit peu à la maison, je me mets là-dedans. Mais hier, j'étais au travail, puis j'ai une pause de 1 heure et demie, je suis parti courir. Puis la course commence à avoir énormément de place dans ma vie, que ça soit même professionnel, parce que je motive les jeunes. On est parti en Croatie l'année passée, parce que mon directeur est croate, puis il nous a proposé qu'on aille loger en Croatie, puis il fait super beau là-bas. Puis il y a des endroits pour courir phénoménaux. Puis j'ai réussi à motiver 2 jeunes où on partait tôt le matin, on allait courir, on revenait, on prenait une douche, puis après on partait à la plage. Puis on a fait ça plusieurs fois. Puis ces jeunes, ils ont pris goût finalement. Puis il y a eu la course à travers Avenches en décembre, où un petit groupe, ils m'ont demandé si j'étais d'accord de les coacher en quelque sorte. Puis on s'octroyait des 3 sorties le soir. Puis on allait faire le parcours 1-2 fois, on faisait un autre parcours. Puis c'est quelque chose qui a pris un petit peu de place du côté professionnel. Puis j'ai énormément de collègues que j'ai découverts qui couraient. Puis on en discute, on parle, on se motive, on se dit tu vas faire quelle course, c'est quoi là pour ta prochaine course, je vais faire mon Fribourg, moi aussi, on se verra peut-être là-bas ou on se verra à la ligne d'arrivée. Puis voilà, puis c'est toutes des choses que je trouve que ça soude un petit peu le sport, puis surtout avec la course à pied, ce qui est intéressant, c'est que ça peut être de l'individuel, comme ça peut être du collectif. Puis c'est vraiment quelque chose qui est chouette, j'ai envie de dire, qui est intéressante, parce que des fois on se dit mais j'ai pas envie d'aller courir avec toi parce que tu vas trop vite. Je ralentis, c'est pas un souci. Puis même en ralentissant, c'est même mieux des fois de courir en ralentissant que d'être constamment avec la pompe. En tout cas, moi, c'est ce que j'apprécie quand j'allais courir avec les jeunes, de ralentir, d'aller à leur rythme. C'est super intéressant. Puis là, je suis en train de motiver 2-3 collègues à faire la Wake Up and Run au mois de juin. Je suis bien parti, quoi. On est 2 à booster un peu l'équipe. Donc, voilà, ça c'est un des prochains objectifs, c'est la Wake Up and Run. Il y a Mora Fribourg aussi, qui va aussi revenir, ça me botte. Je me tâtais un petit peu pour les 20 kills de Lausanne, mais je pense que je vais pas cette année, parce que finalement, je cours, c'est vraiment pour moi, puis c'est pour du fun, parce que, voilà, moi la course, c'est run for fun, c'est pas run for chrono ou dossard. Alors, j'ai plaisir à avoir mes dossards, mais ça m'apporte des souvenirs, ou les t-shirts, la Wake Up and Run. Mais voilà, je cours pas après, parce que j'ai entendu un de tes podcasts ce matin on était en voiture, puis j'ai mis un de tes podcasts dans la voiture, où où il parle de la motivation, du fait que les gens, ils ont tendance à se comparer. Oui. Puis à un moment, elle parlait du fait que si le sport prend plus de place sur d'autres choses, il faut s'alerter. Puis mon épouse qui était à côté de moi, je fais, tu vois, tranquille, je continue à m'occuper de la maison, je suis pas en train de te dire, je me barre, ciao. Non, voilà. Puis je pense que c'est important aussi de savoir prendre le temps d'aller faire du sport, mais de rester quand même là pour la famille. C'est en tout cas pas ce que j'ai envie. J'ai pas envie d'être le gars qui va courir à gauche, à droite pour faire ses courses et ses entraînements et laisser la femme et les enfants seuls à la maison parce que voilà. Donc je trouve intéressant la personne qui Laurence Chapuis, voilà, qui parlait avec toi. Puis mon épouse, elle validait à côté. Ouais, c'est vrai que c'est un épisode en tout cas qui pour moi a été très très révélateur, puis qui m'a, je dirais, poussé un peu dans les cordes et dans mes derniers retranchements, notamment en ce qui concerne mon rapport avec les réseaux sociaux, parce que je me rendais compte qu'il y a beaucoup de choses que je m'imposais de faire sur les réseaux sociaux, en me disant que il faut que je fasse ça pour avoir tant d'abonnés, il faut que je fasse ça pour que ça marche, avant de me poser la question, est-ce que ça va réellement m'apporter quelque chose?
Comment est-ce que tu vois ton parcours jusqu'à aujourd'hui? C'est une histoire qui est la tienne, qui est fabuleuse, qui est extraordinaire. Avec du recul, si on fait un pas de côté et que tu regardes toutes les épreuves que tu as traversées, qu'est-ce que tu en retiens essentiellement? Sans les épreuves que j'ai traversées, je serais pas où je suis. Puis je pense que les épreuves, qu'elles soient positives ou négatives, c'est clair que quand on perd un papa quand on a 2 ans, c'est jamais facile pour tout le monde, hein. Mais je voudrais rien changer. C'est vraiment quelque chose, ça m'a construit. Sans échec, on n'avance pas finalement. Ce serait quoi la vie finalement, où si tout ce qu'on faisait, ça serait facile? Non. Je pense que ces échecs nous construisent. Puis nos échecs permettent aussi de montrer qu'on est des êtres humains, qu'on n'est pas parfait, puis que oui, des fois on a des hauts et des bas, mais voilà. Faut avoir confiance en soi, puis il faut se dire que voilà, cet échec-là, il m'a permis de découvrir ça de moi, et ainsi de suite. Puis les victoires aussi, hein, les victoires, elles sont aussi là pour nous dire, voilà, tout ce que t'as fait, bravo. C'est une magnifique histoire, Nicolas. Merci infiniment d'être venu me la raconter aujourd'hui. Je me réjouis de la partager massivement, et puis j'espère qu'elle aura un écho immense. Merci encore beaucoup. Mais merci à toi pour l'accueil, puis continue comme ça, en tout cas. Merci. T'as trouvé quelqu'un qui écoute tes podcasts en courant, j'ai beaucoup de plaisir, ou même en voiture, je fais beaucoup avec... Puis là, mon épouse, qui t'a découvert aujourd'hui, elle s'est dit, c'est intéressant. Merci infiniment. Voilà. À bientôt. Merci à toi. Allez, ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Au-delà du mur. Si le sujet vous a inspiré ou intrigué, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes. Rejoignez notre communauté sur les réseaux sociaux et partagez vos réflexions avec nous. Je serai ravi d'entendre ce que vous avez pensé de cet épisode. Et si vous avez aimé, pensez à laisser un avis 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Ça m'aide énormément à faire grandir la communauté d'Au-delà du mur. À très bientôt pour une nouvelle exploration de l'autre côté du mur. Jusque-là, continuez à questionner, à explorer et à repousser vos limites.